parler plutôt d'un aspect social, on va dire, puisqu'il s'agit de précarité énergétique. Donc, énergie et précarité, quelle solution? Tout un programme. Voilà. Bonjour à tous. On m'a effectivement demandé de venir pour vous parler de précarité énergétique, chose à laquelle je m'attache tous les jours quand je vais travailler. Donc je travaille pour une association. Mon association travaille principalement sur toutes les questions énergétiques. Donc je ne vais parler que de précarité énergétique, mais il y a d'autres volets. Donc je vais être beaucoup moins scientifique que les précédents exposés, effectivement, et je vais aborder la question beaucoup plus du côté social et humain. J'espère que ça ne déplaira pas à tout le monde. Donc pour commencer, quelques éléments de contexte pour définir ce que c'est que la précarité énergétique, qui est une notion assez floue et un terme qu'on emploie que depuis très récemment, même si le phénomène est très vieux. En France, on parle de précarité énergétique depuis la loi Grenelle, donc ça date pas de loin, c'est il y a 3 ans, en 2010. Et pour définir une personne en précarité énergétique, c'est une personne qui éprouve des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à satisfaire ses besoins élémentaires, en raison soit de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. J'insiste sur ces deux derniers termes, l'inadaptation de ses ressources et conditions d'habitat. On va le voir plus tard parce que ça fait bel et bien appel à des questions soit socio-économiques, soit à des questions plus liées au bâti, donc à son habitation. En Angleterre, ils sont largement plus avancés sur cette question de précarité énergétique, puisque depuis les années 90, ils ont intégré cette notion en la définissant de manière beaucoup plus quantitative, puisque pour eux, une personne en précarité énergétique, c'est une personne qui consacre plus de 10% de ses revenus à l'énergie. Donc en France, ils ont volontairement pris une définition qui était très large pour ne pas enlever toutes les personnes qui ne se chauffent pas, pour ne pas justement dépenser trop d'argent. Donc en France, on a cette notion beaucoup plus restrictive. Les personnes qui sont en autorestriction de chauffage sont prises en compte dans la définition française. Pour ceux qui connaissent les politiques publiques liées à la précarité énergétique, il y a l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui met en place tout un tas de dispositifs pour venir en aide, entre autres, à ces personnes qui sont dites en précarité énergétique. Et eux se sont beaucoup plus rapprochés de la définition anglaise, à savoir 10% des revenus disponibles pour payer les factures d'énergie. Je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Donc si on tient compte de ces deux définitions, vous avez sur ce côté-ci, cette colonne-ci, se rapproche beaucoup plus de la définition française, puisqu'on n'a pas de côté quantitatif. Et quand on s'intéresse à savoir qui, du coup, déclare souffrir du froid, et non pas dépenser plus de 10% de ses ressources en énergie, on s'aperçoit que les populations sont beaucoup plus des locataires, des jeunes, des moins de 50 ans, qui habitent dans des logements d'avant 75 et qui vivent dans des agglomérations. Donc ça nous donne un profil de personnes, sans dire que les autres ne sont pas concernés. Alors que quand on s'attache à la définition anglaise, donc si on prend les 10% de revenus qui passent dans les factures énergétiques, on s'aperçoit que le profil est beaucoup plus... Ce sont beaucoup plus des propriétaires plutôt âgés qui habitent dans des logements beaucoup plus anciens que les premiers, puisque c'est 48, et dans des zones rurales. Je rappelle, pour les logements d'avant 75, on parle souvent de cette date-ci, puisque c'est la date de la première réglementation thermique pour les logements. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait aucune réglementation quant à l'isolation ou à la thermique du bâtiment. Donc tout ça pour vous dire, je tenais à vous présenter ce tableau pour vous dire que les personnes qui sont en précarité énergétique ont des profils très très larges et c'est très difficile de les restreindre dans des catégories, puisque selon la définition qu'on prend, ça touche tout un chacun. Les postes de dépenses, je vous ai présenté ce petit tableau pour vous. Ce sont les dépenses liées au logement. Donc à l'intérieur, on a les charges liées au logement,
l'énergie en jaune et en vert les loyers. Ce petit comparatif pour vous dire que les propriétaires qui sont présentés dans la première colonne, la dépense énergétique représente 17% de la facture liée au logement, alors que pour le parc social, qui est là, la facture, elle est moins forte en valeur réelle, mais ça représente 21% de leur budget logement. Donc les personnes qui vivent dans des HLM ont a priori plus de difficultés à payer leur facture énergétique. Après, cette part de 21% peut aussi s'expliquer parce que les loyers sont moins chers, tout est relatif, mais les personnes en HLM peuvent être aussi en précarité énergétique. Donc ce graphique, ne prenez pas peur, c'est les quintiles, c'est-à-dire qu'on a découpé la population en 5 tranches, l'intégralité de la population en 5 tranches. Le premier quintile représente 20% de la population, le deuxième 20%, etc. Donc ce graphique vous montre l'évolution des revenus de la part de dépenses énergie par quintile, c'est-à-dire que les 20% les plus pauvres qui sont là ont une dépense qui s'est largement accrue entre 2001 et 2006, alors que les 20% de la population française les plus riches ont diminué finalement la part de la facture énergétique. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'on n'est pas égaux face à la facture énergétique et que les personnes les plus vulnérables ont largement augmenté la part qu'ils mettaient dans leurs énergies. Juste un petit, je vais aller très rapidement là-dessus, juste pour vous dire que les logements anciens sont largement plus équipés en gaz et en fuel. Donc a priori des énergies qui sont polluantes, enfin qui peuvent être polluantes, je pense principalement au fuel, alors que les logements récents sont beaucoup plus équipés de chauffage électrique. Donc je vais passer rapidement là-dessus. Donc les facteurs de la précarité énergétique, quels sont-ils? Il y a, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 3 facteurs principaux qui peuvent entraîner des situations de précarité énergétique. Ces facteurs sont interdépendants, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être réunis tous les 3 pour qu'on se retrouve en précarité énergétique. Il y a évidemment la qualité du bâti, c'est ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Vous avez beau chauffer votre logement, si toute l'énergie part à l'extérieur parce que tout passe par les fuites ou que le système de chauffage est défaillant, vous allez payer une facture qui va passer à l'extérieur. Le coût de l'énergie et des carburants, qui sont de plus en plus inclus dedans, le coût de l'énergie fait que la facture énergétique n'est pas la même au final, à la fin du mois. Et évidemment, la situation socio-économique du ménage. Quand on parle de situation socio-économique, c'est que donc il y a évidemment les revenus, parce que les ménages ont à la fin du mois pour pouvoir payer leurs factures, et la composition du ménage, qui va jouer fortement sur la facilité ou pas de payer leur énergie et de se chauffer. Donc le processus de précarité énergétique, quel est-il? À la base, on a une difficulté pour payer ses factures, soit pour un manque de revenus, soit parce que le logement est dégradé. Ce qui va entraîner soit des impayés, donc on va continuer à se chauffer, mais on ne pourra pas payer ses factures énergétiques à la fin du mois. Soit on va se priver d'énergie, on va arrêter de se chauffer pour ne pas tomber justement à avoir de dettes, et du coup on vivra dans un logement froid. Donc ça va évidemment entraîner une sensation de froid. Qui dit sensation de froid, un logement mal chauffé, il devient humide, et un logement humide, il y a de la moisissure qui va apparaître. Donc si rien n'est fait, le processus continue. On a tout un tas de recours possibles. Il y a des ménages qui vont boucher les aérations pour éviter que l'air froid rentre. Il y a des ménages qui vont utiliser des poêles à pétrole pour ne pas utiliser un convecteur électrique pour lequel on ne sait pas maîtriser l'énergie, on ne sait pas combien on va payer à la fin du mois. Alors qu'un chauffage au fioul, enfin un poêle à pétrole, on remplit son poêle à pétrole, quand il est vide, il n'y a plus rien, mais c'est pas grave, on n'est pas endetté. Ou on se coupe le chauffage, on décide de se mettre des pulls et de vivre dans une pièce pour éviter de chauffer tout l'appartement. Donc des recours, il y en a plein.
Je vous laisse imaginer toutes les stratégies qui sont développées par ces familles. Donc à partir de là, qui dit logement froid ou logement qui développe des moisissures, eh ben, il y a tout un tas de maladies respiratoires, des maladies chroniques qui vont s'instaurer. Je laisserai à M. Gauthier en parler mieux que moi dans la prochaine présentation. Il y a, pardon, je reviens sur les risques, risques de sécurité en termes d'incendie, en termes de monoxyde de carbone. Et à partir de là, on ne se sent pas bien dans son logement, on se désintéresse de son logement. Donc là, je ne parle même pas de savoir si on est propriétaire ou locataire. Je pars du principe que les familles ne peuvent pas faire grand-chose. Et on se replie sur soi, un sentiment de honte s'instaure, on ne reçoit plus sa famille, et c'est le cercle vicieux. Donc les impacts de la précarité énergétique sur la santé, je vais y passer rapidement puisque M. Gauthier reviendra là-dessus plus largement. On a des impacts de sécurité, une chaudière fuel qui n'est pas entretenue parce que ça coûte trop cher de l'entretenir. Ça, on va développer, il y a des risques d'incendie, un poêle à pétrole, enfin chaudière fuel, pareil, intoxication au monoxyde de carbone. Les pathologies qui peuvent être importantes, alors on parle beaucoup des problèmes de santé physique, on parle beaucoup moins des problèmes psychologiques liés à la précarité énergétique, sentiment de honte,